accusés de viol. Les 2 rugbyman, Oscar Gégou et Hugo Radou, sont autorisés à rentrer en France. Je suis tellement heureux pour eux, parce que moi, cette histoire, elle m'avait chiffonné, parce que voilà, j'adore ces 2 sportifs qui sont des sportifs incroyables. Et on a vu que cette histoire, c'est vraiment une sombre affaire. Écoutez cette affaire qui est folle, hein. Ces 2 internationaux français. Michel. Alors ça a commencé après un test match contre l'Argentine. Ça, c'était le 6 juillet. Et dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'équipe fait une 3e mi-temps, comme on dit, chez les sportifs. Ils sont dans une boîte de nuit et il y en a un des 2 qui connaît la rencontre d'une jeune femme qui a 38 ou 39 ans, qui est dans cette soirée. Et à un moment donné, tard dans la nuit, séduite probablement par un des 2 joueurs, elle accepte de le suivre jusqu'à l'hôtel qui s'appelle le Diplomatic Hotel. Il monte dans la chambre et à partir de là, les versions sont très différentes. Les 2 rugbyman disent qu'elle était tout à fait consentante et qu'ils ont eu des relations avec elle consenties. Quant à elle, elle parle de viol, de coups, de viol avec violence contre son consentement. Oui. Et elle présente une dizaine d'hématomes à différents endroits du corps. Alors après, l'affaire a rebondi. Alors oui. Donc c'est ça qu'on va raconter à nos téléspectateurs. Alors donc, en un premier temps, ils ont été mis en examen. Les 2 ont été inculpés, parce qu'en Argentine, on dit inculpés. Ça veut dire mis en examen. Malgré les versions divergentes, ils ont été incarcérés pendant quelques jours, je crois une dizaine de jours. Ils ont ensuite été mis en résidence surveillée, ce qui n'existe pas vraiment chez nous, mais ils n'ont pas le droit de sortir, mais ils sont dans un hôtel surveillé et ils ont fait de la procédure. Il y a eu ils ont été longuement entendus par la juge d'instruction. Il semble quand même qu'il ressorte de ce dossier, comme on dit, que ça ne tient pas à la colle forte. C'est ça. Oui. Hein, il y a des variations dans les dépositions de la plaignante. Oui, la version de la plaignante a été fragilisée au fil de l'instruction. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi qui la récupère le lendemain matin à 8h30 la trouve extrêmement calme, presque détachée, ne voit pas de problème. Ensuite, elle présente des bleus et elle omet de dire, attention, hein, je ne minimise pas du tout ce qui lui est arrivé, hein, mais elle omet de dire qu'elle a une maladie qui fait que les bleus présentent toujours des traces plus impressionnantes que quand elle reçoit un coup. Et puis, elle échange beaucoup avec une amie. Et avec son amie, il y a des messages qui ont été publiés par la presse. Au début, elle rigole. J'ai rencontré un rugbyman super beau. Bon, c'était violent. Je ne vais pas peut-être utiliser ce terme, mais elle dit c'était très violent. J'ai eu mal, je dois prendre un médicament. Mais elle n'est pas encore sur un acte non consenti. Voilà. Donc, au fil de l'instruction, les magistrats argentins et le parquet considèrent qu'il y a des fragilités dans son témoignage. Et donc, du coup, petit à petit, les charges vont se réduire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les 2 rugbymen soient autorisés à rentrer en France. Ils sont toujours inculpés. Il n'y a pas un non-lieu. Exactement, il n'y a pas un non-lieu. Ils sont toujours inculpés de viol en réunion. Ils seront sans doute jugés, on ne sait pas, mais il y aura peut-être on verra. Mais en tout cas, ils sont autorisés à rentrer en France, ce qui était leur préoccupation première et celle de leur famille. Ils vont prendre l'avion, ouais. Alors là, ils ont été autorisés cet après-midi, ils avaient déjà récupéré leur passeport et ils cherchaient le premier vol. Ça doit se faire en direct pendant qu'on parle. Ils rentrent tout seuls comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Et là, ici en France, ils vont être libres, donc tranquilles, ils vont être jugés plus tard. Absolument, ils vont être jugés plus tard s'ils le sont. L'instruction va se poursuivre. La plaignante a fait une tentative de suicide, donc elle va très mal, elle ne peut pas se présenter aux examens psychiatriques. Et la justice argentine a considéré qu'elle avait assez d'éléments en sa possession et que les rugbymen pouvaient rentrer en France sans que ça induise quoi que ce soit sur l'instruction d'ailleurs. Hein. Ils sont toujours mis en examen, inculpés, il faut le dire. Hein. Voilà. L'histoire. Oui, Michel. Bon, ça tient, ce que je disais tout à l'heure, on sent que ce dossier ne tient pas à la colle forte. Parce que si vraiment les autorités argentines avaient des éléments graves et concordants, comme on dit, ils auraient gardé les 2 rugbyman. Et là, visiblement, il y a 2 versions qui ne disent pas bien, évidemment pas bien la même chose. La plaignante, ses avocats ont essayé de récuser les procureurs qui enquêtaient en disant ils ne sont pas de notre côté, ils ne sont pas objectifs.
leur tentative a échoué. Donc, oui, parce que le frère de l'avocat est le ministre de la Justice, enfin le frère d'un avocat du rugbyman et le frère du ministre de la Justice argentin. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, Michel, c'est pas parce qu'il rentre que l'affaire est close. On est bien d'accord. Attention, hein. Il y a encore, voilà. Ça, c'est très important de le dire. Ils seraient restés là-bas s'ils avaient considéré qu'ils... Oui. Exactement. La justice argentine est claire. Il n'y a pas assez d'éléments à charge pour les maintenir. Voilà. Ah. La justice argentine a dit texto, il y a des zones grises dans le témoignage, notamment les conversations avec son ami, qui ne permettent pas de maintenir en détention les 2 joueurs français. Et je fais rapidement quand même une petite parenthèse. La justice argentine va quand même très vite par rapport à la nôtre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est incroyable. On est en juillet. C'est quand même 2 rugbyman internationaux, des gens connus. Donc c'est un dossier solide. On est en septembre. En gros, le problème est réglé. C'est incroyable. Je suis d'accord avec vous. Nous, je pense qu'on en serait. On en serait. Encore. Alors, on va passer au gros dossier du jour. Il est 21h07. Vous avez écouté encore cette histoire. Affaire qui a fait énormément réagir. Racontez-nous, il s'agit d'un cycliste de 51 ans. Michel. Alors, le cycliste est la victime dans cette affaire. Ça se passe dans le Vaucluse. Un jeune homme de 25 ans, je crois, ou 26 ans, conduit une Lamborghini. Et il a à côté de lui, en passager, sa demi-sœur. D'accord. Il roule comme un fou sur une petite route départementale et il heurte un monsieur de 51 ans qui était sur son vélo et qui est mort sur le coup. Ensuite, la Lamborghini disparaît, s'évapore dans la nature. Et quelques temps plus tard, le conducteur se présente spontanément, entre guillemets, au service de police. Il s'agit d'un véhicule de location, c'est une Lamborghini qui a été louée sur les réseaux sociaux, sur je ne sais pas quel réseau. Il n'avait pas de permis de conduire. Il est connu des services de police pour trafic de stupes, essentiellement c'est un dealer. Et sa demi-sœur était âgée de 16 ans, elle était passagère du véhicule, elle a été blessée d'ailleurs dans le choc, dans l'accident. Elle est morte sur le coup. Gilles, vous avez des éléments. Lui est mort. En fait, ce sont des véhicules de location qui sont immatriculés en Allemagne et qui sont ensuite sous-loués en France, souvent à des jeunes pour un week-end. C'est 2500 € et il se paye une course folle en Lamborghini. Donc là, le jeune, il était avec sa demi-sœur, sans doute a-t-il voulu l'impressionner. Et quand il y a eu le choc, la Lamborghini est derrière vous, voilà, ils ne pouvaient plus l'utiliser, ils se sont enfuis à pied. Et puis le chauffeur de 25 ans s'est rendu compte de son geste et il s'est rendu. Et effectivement, en 2023, il conduisait sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Son permis est suspendu jusqu'à la fin de cette année. Jamais il n'aurait dû pouvoir conduire. Jamais il n'aurait dû pouvoir être au volant. C'est encore une fois il n'aurait pas dû pouvoir louer. C'est un multirécidiviste. C'est incroyable qu'il ait pu louer. Comment a-t-il pu louer? Maintenant, il y aura des responsabilités à établir. Alors, c'est parfois des réseaux. Et les loueurs expliquent que parfois, ce sont d'autres jeunes, bien sous tout rapport, qui vont louer une voiture. On l'a sur l'affaire de ce policier qui a abattu Naël. Oui. Naël, il avait 17 ans, il ne pouvait pas louer la Mercedes et il l'avait fait louer par je ne sais pas trop qui. Et du coup, il était au volant de cette Mercedes. Il la loue le vendredi, par exemple. Ils vont voir le loueur et puis ensuite, il la prête à des amis. Et là, c'est sans doute ce qui s'est passé parce que le chauffeur en question, le présumé coupable, n'aurait jamais pu louer cette voiture. Et il a commis ce drame. Le cycliste est mort sur le coup. Des témoins décrivent une vitesse folle de la Lamborghini. Voilà, sur la voie rapide, le cycliste a été tué sur le coup. Voilà. Sa sœur également. Sa sœur a été légèrement blessée. Elle a été interpellée à son domicile. Elle est également en garde à vue. Sa demi-sœur de 16 ans. Bon voilà, lui devrait être mis en détention provisoire. Pareil, là, ça va se passer là. Il était en garde à vue. Le parquet, en tout cas, a requis une détention provisoire. Et il pourrait être mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Alors, voilà. C'était une route limitée à 70 km/h. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas encore les éléments, mais selon des témoins, il roulait très, très vite et il ne contrôlait plus le véhicule qui a littéralement fauché le cycliste qui est mort sur le coup. Je dis aux téléspectateurs, il a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants ce jour-là. C'est ça? Oui, oui. Et il avait déjà à son casier, il est connu pour trafic de stupéfiants, Michel le disait, 5 arrestations et il a reconnu lui-même être un dealer. Voilà. Alors, il y a un petit truc aussi qui est dit dans cette affaire, je le dis à 21h11, c'est que l'avocat du suspect, lui, s'est exprimé
selon lui, il existe plusieurs zones d'ombre dans l'enquête, notamment concernant l'aspect défectueux de certaines pièces du véhicule. Oui. Donc c'est incroyable ça. Ouais. Tout de suite, il va vouloir dire que la responsabilité de son client est atténuée et il va vouloir une expertise sur la voiture. Il va dire que la vitesse excessive, peut-être, mais en tout cas, est-ce que la voiture était contrôlable? Est-ce qu'il n'y avait pas un défaut? Voilà. Honnêtement, Cyril, on est sur une manœuvre d'avocat. Il fait son boulot, l'avocat. Classique, il fait son boulot. Mais par rapport au drame qui s'est produit, un peu de décence. Non, mais ça ne tient pas debout, son système de défense, voilà. On est parfaitement d'accord. Ça ne tient pas debout, non, ça ne tient pas debout. Enfin, l'avocat, s'il en est là, c'est qu'il n'a rien, entre guillemets, il n'a rien sous le pied. Aller reprocher une défaillance technique du véhicule à un mec qui est archi connu, qui roule comme un dingue, qui a tué un pauvre monsieur de 51 ans, n'ayant pas de permis de conduire, il n'y a pas grand-chose à dire pour sa défense. Hein. Donc là, effectivement, il va dire que, je ne sais pas quoi, que le véhicule était défectueux. Mais enfin, ça n'influencera, à mon avis, en rien le tribunal. Pour se retourner contre le loueur. Ouais, merci, oui, Gilles. Et beaucoup de gens à Avignon disent que ce n'est pas la première fois qu'il y a des conducteurs comme ça qui bravent la vitesse, qu'il y a des motocyclistes en moto qui font des roues arrière, des rodéos urbains. Beaucoup de gens dans le périmètre d'Avignon, beaucoup d'habitants d'Avignon en ce moment expriment leur colère par rapport à tous ces phénomènes de vitesse excessive. En tout cas, on pense fortement à la famille de ce cycliste de 51 ans. Merci d'avoir été avec nous sur C8. Tout de suite, c'est les randonneurs. Merci Michel.